Bon, il est 14 heures exactement, je propose qu'on commence. Donc une conférence, une table ronde un peu improvisée sur histoire et imaginaire, qui n'était pas vraiment au programme au début, mais ça va bien se passer, vous verrez. Alors avec moi, j'ai 3 auteurs que je vais présenter rapidement. Honneur aux dames, on va commencer par Louise Rouillet, qui a écrit notamment Les tribulations amoureuses de Poséidon, et Dionysos le Conquérant. Bonjour. Les tribulations amoureuses de Poséidon, effectivement, c'était aussi un titre intéressant, j'aurais dû le conserver. Voilà. Ensuite, Jean-Sébastien Guillermou pour Les Pirates de l'Escrogriffe, son premier roman. Chez La Talente, chez Bragelonne, pardon. Et ensuite, Pierre Pével, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter rapidement. Donc, vous connaissez certainement le cycle de Wildstadt, ou bien Les Lames du Cardinal, et qui est paru plus récemment, je crois, Au Royaume. Donc on va parler ensemble des inspirations historiques. Ce matin, on a vu la ville, comment la ville pouvait excéder le réel et être une forme de réinterprétation, réimagination à partir d'un lieu. Là, on va parler un petit peu de la même chose, mais à partir d'une époque, d'époques différentes en fait, puisqu'on va parler avec ces 2 auteurs plutôt de l'Antiquité. Et on va commencer tout de suite avec Pierre Pével, peut-être, sur le XVIIe siècle. Alors un aspect qui me paraît intéressant, donc, pour présenter rapidement, est-ce que ça paraît correct de dire que c'est un KPDP un petit peu revu à une sauce fantasy ? C'est exactement ça, oui, absolument. C'est un roman de KPDP, il n'y a aucun doute, qui s'inscrit dans une tradition française bien établie du roman populaire. Avec un petit côté un peu histoire secrète, un petit peu presque. Il y a des complots, ouais. Donc oui. Ça aussi, c'est de la tradition du roman populaire. Et donc, un aspect qui me paraît intéressant, c'est qu'effectivement, dans cette tradition populaire, dans le Haut Royaume, on la retrouve un petit peu avec le côté... un héros qui est en perdition, puis qui va faire une sorte de revanche. Donc ça fait penser un petit peu à Monte Cristo aussi. Donc on retrouve cette lecture dumasienne. Ah oui, aucun doute, oui. Bon, c'est vrai que Au Royaume, c'est l'histoire d'une vengeance ou d'un retour sanglant. Donc dans ce cadre-là, il s'inscrit bien évidemment dans la tradition. Enfin, c'est le Monte Cristo paterne, hein, c'est connu. Ceci dit, à mon avis, je pense qu'Au Royaume, comme je l'ai dit, Les Lames du Cardinal s'inscrit vraiment dans la tradition du roman feuilleton, des romans de KPDP fin 19e, début 20e siècle. Moi, mon projet avec Au Royaume, c'était plutôt de m'inscrire dans une autre tradition qui est la saga historique. Et là, pour le coup, je pensais plus à Druon avec Les Rois Maudits ou à Robert Merle avec Fortune de France, ou alors je pensais aussi à des grands romans qui tiennent de la saga familiale, historico-familiale anglo-saxon, comme par exemple Nord et Sud, qui se passe pendant la guerre de sécession, ou même Autant n'emporte le vent. C'était plutôt ça mon projet avec Au Royaume. Mais encore une fois, c'est de la littérature populaire, aucun doute. Et donc par rapport au XVIIe siècle, alors toi, qu'est-ce qui t'a inspiré particulièrement dans cette période ? Qu'est-ce que tu recherches ? Qu'est-ce que tu y puises ? Alors, j'ai 2 types de réponses à cette question. Il y a la réponse cultivée, intelligente, qui est de dire que c'est un siècle fabuleux, très intéressant, avec le début de l'esprit critique, scientifique, que c'est le début de la notion d'État-nation, que c'est à cette époque-là que va se forger l'Europe pour un bout de temps, c'est-à-dire jusqu'aux guerres napoléoniennes, avec la guerre de Westphalie. Exactement, la guerre de 30 ans, et qui s'achève par le traité de Westphalie en 48. Donc ça, c'est la réponse intelligente. La vraie réponse fondamentale, c'est que les mousquetaires ont trop la classe, que j'adore ça, que je suis d'une génération qui, à la télévision, voyait les films avec Jean Marais et d'autres, inspirés des romans de Zévaco et d'autres, Dumas évidemment, moi j'adore ça, j'adore les combats à l'épée.
l'épée, j'adore les poursuites en carrosse, j'adore que des types se battent sur les toits sous la pluie à l'épée, j'adore ça. Donc j'avais envie de retrouver ces émotions-là d'aventure épique, amoureuse, sentimentale, politique, historique, que Dumas a si bien fait, si bien réussi. Moi, je me suis dit que si je faisais juste un roman de KPDP, ce serait forcément moins bien que d'Alexandre Dumas. Alors j'allais rajouter des dragons, comme ça se verrait un peu moins, et ça ferait l'affaire. Et un autre aspect par rapport au XVIIe siècle, c'est que c'est aussi le siècle un petit peu de la naissance de la proto-SF, avec Cyrano de Bergerac, avec d'autres auteurs. Alors toi, tu es plus dans un aspect, disons, fantasy, mais est-ce que c'est un aspect aussi auquel tu songes ou qui t'a marqué ? Avec Willstadt, j'avais eu donc la trilogie de Willstadt qui se passe pendant la guerre de 30 ans, dans une ville imaginaire mais qui aurait pu exister. J'ai à peine modifié la géographie de l'Europe pour donner naissance à cette ville, Willstadt donc. Dans le projet est né de la manière suivante, c'est que pendant longtemps j'hésitais, j'étais au tout début de ma carrière de romancier, et j'hésitais très sincèrement entre faire un roman de fantasy ou faire un roman de KPDP, ou un roman en tout cas d'aventure historique. Et j'hésitais vraiment, et pendant un bout de temps, je menais les deux projets parallèlement, en hésitant, passant de l'un à l'autre, ne sachant pas vraiment comment me décider. Et puis un beau jour, je me suis frappé sur le front en me disant « bon sang, mais c'est bien sûr, je vais faire les deux en même temps ». Et là, ce qui m'a paru intéressant de faire, c'était de créer un roman de fantasy, donc un roman historique avec des éléments qui relèvent du merveilleux ou de l'horreur, enfin de l'imaginaire au sens très large. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en scène la magie, les créatures fantasmagoriques en lesquelles les gens de l'époque croyaient. Je voulais, entre guillemets, mettre en scène une magie historique. Oui, il y a un côté un peu avec la théorie des humeurs, avec tout ce background... qui ressort bien dans... je pense que c'est là que la fantasy historique devient intéressante. De mon point de vue, si c'est juste prendre une époque qui est donnée comme décor et y placer une aventure qui relève de la fantasy, bon, c'est un projet qui peut être intéressant, ça peut même donner un bon bouquin, mais moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Je voulais vraiment faire une fantasy historique, c'est-à-dire que appuyer des éléments de fantasy sur les croyances de l'époque. Par exemple, dans les Lames du Cardinal, il y a un élément que je mets en scène, c'est une maladie que j'invente qui s'appelle la rance et qui semblerait se développer au contact des dragons chez les humains. Et il y a un moment, bien sûr, j'ai été plus ou moins dans la nécessité dramatique ou romanesque d'expliquer cette maladie, de dire en quoi elle tenait. Et plutôt que de l'expliquer vraiment comme un narrateur omniscient et expliquer comment cette maladie se développait, j'ai trouvé plus intéressant de l'analyser selon les croyances de l'époque avec les humeurs et d'imaginer en fait une humeur supplémentaire à celle auxquelles on croyait à l'époque. Et donc d'utiliser les croyances, ou en tout cas les théories, le point de vue scientifique, ou en tout cas médical de l'époque, pour expliquer cette maladie. Je trouvais intéressant de faire une fantaisie historique dans la mesure où j'ai essayé, avec mes modestes moyens, je suis pas historien, mais j'ai essayé de me mettre d'envisager comment quelqu'un du XVIIe siècle considérerait la rance plutôt que de dire moi ce que c'est vraiment. Et je pense que c'est dans cette mesure-là qu'il y a un vrai projet historico-fantasy. Oui, c'est un aspect intéressant qui fait écho à la table ronde de ce matin, je pense, puisqu'on voyait les auteurs s'interroger sur comment on pouvait représenter une ville si on ne connaît pas la culture de l'époque, si on essaie de se plonger dedans. Certains disent qu'ils étaient peut-être un peu mal à l'aise pour s'exprimer sur certains endroits qu'ils ne connaissent pas. C'est un petit peu pareil sur certaines périodes. En ressentant le ressenti, les représentations, pour utiliser un terme d'histoire, les représentations culturelles d'une certaine période, on arrive à rentrer dans une certaine mentalité et c'est une très bonne porte d'entrée pour introduire l'imaginaire, pour donner certaines pistes. Oui, vraiment. Et en plus, par exemple, Willstadt, le contexte du roman de Willstadt a commencé à se dessiner grâce à un bestiaire alors pas du XVIIe, du XVIe siècle, que j'ai eu le plaisir de feuilleter un jour. Donc j'ai
j'en suis arrivé à imaginer que la ville de Willstatt était protégée par un dragon qui protégeait la ville et qui en quelque sorte la préservait de la guerre de 30 ans tout autour. Parce que c'est très bien un dragon pour repousser des armées d'arquebuses, ça marche bien. Donc Willstatt était protégée grâce à ce dragon. Et cette idée, en fait, elle m'est vraiment venue. Je feuilletais un bestiaire donc du XVIe siècle et il y avait le chat, la vache, le coq, et au détour d'une page, boum, le dragon, quoi. TV, André TV peut-être. Oh, je sais plus, honnêtement, ça remonte à... C'était il y a 10 ou... C'était il y a 15 ans, mes recherches pour Willstatt, donc ça date un peu. Mais voilà, je me suis dit, et c'est là que l'idée m'est venue, mais voyons, que dit la Bible, quelles sont les créatures en lesquelles la Bible racontait, enfin avérée comme ayant au moins existé, et c'est comme ça que j'ai commencé à peupler cette Europe du XVIIe siècle de faune, par exemple. On croyait sincèrement où les géants dans la Bible sont décrits. Oui, chez les alchimistes, avec les sylphes qui correspondent à l'air, etc. Je parlais de la théorie des humeurs, il y a cette créature aussi, chaque élément est associé à certaines créatures, et c'était... Pour le XVIe siècle, en tout cas dans la magie, c'était quelque chose qui était assez courant, assez communément admis dans les milieux du moins cultivés. En effet. Et je propose qu'on donne la parole à deux autres auteurs qui, eux, donc, s'intéressent plutôt à l'Antiquité. Alors, dans deux perspectives très différentes. Alors, chez Jean-Sébastien, c'est peut-être une inspiration assez lointaine qui va donner certains résultats dans ton roman. Et chez Louise... Donc moi j'écris vraiment sur la mythologie grecque. Ouais. Voilà, je suis une terrible puriste. J'écris sur des mythes grecs qui ont vraiment été exposés dans les textes antiques, grecs et romains. Et donc moi j'écris vraiment sur l'imaginaire de l'Antiquité. Et alors ton approche qui me paraît intéressante, c'est que tu t'attardes sur des côtés qu'on a un petit peu oubliés dans la mythologie grecque. Par exemple, la vie amoureuse de Poséidon, effectivement, on connaît Zeus, mais c'est vrai que Poséidon a aussi eu beaucoup d'enfants et beaucoup de monstres aussi, plus que Zeus. Ou chez Dionysos le conquérant. Ça, on y pense très peu actuellement quand on pense à Dionysos, mais c'est vrai que Dionysos, c'est aussi le dieu qui conquiert l'Asie. Exactement. En fait, dans tout le récit mythique qui sont développés dans l'Antiquité, il y a énormément de choses qui ont des liens avec les réalités historiques de l'époque. Notamment, un très grand nombre de rois se réclament de Zeus et de Poséidon. C'est un bon moyen de fonder une lignée noble, d'assurer la noblesse de sa lignée, dire je descends de Zeus à je sais pas combien. Oui, on pense à Alexandre évidemment, qui descend d'Achille et d'Hercule. Et qui fait courir de son vivant une propagande laissant croire qu'il est fils de Jupiter. Enfin, Jupiter Amon, enfin de Zeus, mais qui le nourrit en faisant croire qu'un serpent, c'est un signe divin lié à la terre. Un serpent s'est glissé dans la chambre de sa mère à l'époque de sa conception. C'était sa mère qui était une prêtresse assez illuminée, on va dire. Exactement, qui a été initiée en tout cas à des cultes à mystère, donc qui donc était relié à des espèces de courants religieux obscurs et liés à la magie et à la sorcellerie. Donc par exemple sur le Dionysos, il y a une légende fascinante et passionnante avec des prolongements dans tous les sens. J'en ai choisi un qui est la conquête de l'Inde, car de même que à l'époque Alexandre avait fait croire qu'il était fils de Zeus, il s'est réclamé d'une légende assez ancienne où il disait « je suis le successeur de Dionysos qui a conquis l'Inde, et de même je vais aller conquérir l'Inde en soumettant les rois perses, etc. etc. » Mais c'est des légendes qui sont très très anciennes et qui ont été totalement occultées par l'imaginaire moderne, parce que nous avons une façon en fait de penser l'Antiquité et la mythologie d'après nos propres visions. Pour nous, Dionysos étant le dieu du vin, c'est le dieu de l'ivrognerie, ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Mais c'est aussi le dieu, donc c'est le dieu de la débauche, donc c'est un homme gros, c'est un homme qui a un nez rouge, c'est un débauché. Parce qu'on a une vision très, très judéo-chrétienne en fait de l'ivresse, alors que pour les Grecs, l'imaginaire des Grecs, c'est l'ivresse, c'est quelque chose d'élégant, c'est les jeunes gens qui s'enivrent, donc Dionysos c'est jeune, c'est relié au théâtre, parce que le théâtre c'est l'ivresse de l'art en fait, et donc il y a tout un imaginaire qui est plutôt positif que nous avons oublié, et c'est ça que j'aime exploiter.
t'interromps un instant. Ce matin, on évoquait dans la table ronde sur les villes, par exemple Vénus, la Vénus des cloques à Rome. C'est vrai qu'on pense plus trop à Vénus, on pense à la beauté, à l'amour, on pense pas forcément aux égouts. Donc c'est vrai que les dieux avaient beaucoup d'aspects qui sont certainement oubliés, qui peuvent être des portes d'entrée vers l'imaginaire. Mais toi, donc, aussi, tu modernises un petit peu, par exemple, à propos de Poséidon, tu en fais un guide amoureux. Exactement. En fait, mon idée, c'est de reprendre non seulement des mythes peu connus, mais de les rendre accessibles et intéressants et ludiques, autant que les mythes connus. Et l'une des choses que j'aime bien faire, parce que je suis une rebelle, c'est de raconter en parodie ou en insérant des énormes tonnes de blagues, des histoires antiques. J'ai un blog sur le sujet d'ailleurs, mais je ne donnerai pas l'adresse pour pas faire complètement ma promotion. Mais l'idée, c'est que chacun des livres que j'ai faits, il est en 2 parties, et la première partie est toujours une partie comique, avec des anachronismes assumés, et voilà, donc dire par exemple... Poséidon parle au lecteur et lui dit « Lecteur, je vois que visiblement tu n'arrives pas à droguer ta copine qui s'appelle Shirley ou Kimberly. » Mais oh mon Dieu, quel nom horrible. Vraiment qu'on revienne au bon vieux nom, au bon vrai nom qui ont une belle sonorité comme Protomédéia, Xénodiké, bref, voilà. Et donc il donne des conseils de drague qui sont plus ou moins adaptés, parce qu'il a un peu de mal à se mettre dans la peau du lecteur. Voilà. Donc, la métamorphose, par exemple, est un excellent conseil de drague, mais difficilement applicable. Et voilà, donc ça, c'est mon projet, de non seulement prendre des mythes peu connus, mais de leur donner une forme un peu ludique et accrocheuse. Merci. Donc à toi, Jean-Sébastien, nous exposer un petit peu tes influences dans ton ouvrage. Les pirates de l'escogriffe. Oui, dans les pirates de l'escogriffe, en fait, mon univers est un peu un patchwork, en fait, un mélange entre le 18e et le 19e siècle. Il y a de l'Antiquité, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une catastrophe 2000 ans auparavant, et il y avait une civilisation qui était beaucoup plus avancée que celle qui est là actuellement. Et en fait, il y a une sorte d'église qui veut empêcher finalement un retour à cette ancienne civilisation. Donc il y a un veto sur tout ce qui est archéologie, et il y a une censure en fait. Et l'Antiquité est associée vraiment à quelque chose d'extrêmement négatif. Et j'ai joué un petit peu sur l'idée que finalement on a une vision assez linéaire de l'histoire, alors que dans l'Antiquité, celle qu'on connaît, on a vraiment des surprises. On a comme par exemple la fameuse machine antiquitaire qui a été retrouvée en Méditerranée, qui était une machine prodigieuse. Elle a été retrouvée, je crois, en 1902. Et c'est une machine qui servait à calculer un petit peu une horloge astronomique. Et j'aime jouer avec l'idée que finalement, dans le passé, on peut avoir des machines extrêmement sophistiquées. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi l'image de l'Antiquité, comme tu dis, elle est un petit peu condamnée, cette Antiquité dans ton roman, elle est un petit peu bannie, elle est oubliée. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi la vision qu'on pouvait avoir au XVIIe ou non avant, disons la Renaissance de l'Antiquité, un petit peu comme la période des païens, un petit peu quelque chose de mauvais. Oui, tout à fait. C'est un des objets du roman finalement. Il y a vraiment une vision assez négative finalement de cette période. Et ça m'a toujours fasciné au niveau de l'histoire. On a vraiment souvent, même chez le grand public, une vision linéaire de l'histoire qui est un peu fausse. Et on voit ça vraiment avec l'Antiquité tardive. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit peu la fin de l'Antiquité romaine. Et donc on a toujours eu à l'école, on nous a souvent enseigné les invasions barbares, le fait que c'était une période pauvre, alors que en fait finalement on revient vraiment là-dessus, on revient sur la richesse de cette période. Et ça m'a toujours intrigué finalement. Au niveau de l'Antiquité, vraiment on a de plus en plus de surprises, tant au niveau de la technologie que même culturelle. C'est une période extrêmement riche. J'ajouterais que les périodes de transition sont souvent très intéressantes aussi. L'Antiquité tardive, au Moyen-Âge. Maintenant, c'est vrai que les notions parfois sont un petit peu revues par certains chercheurs. Et c'est vrai que c'est souvent des périodes intéressantes parce que on voit que le monde peut évoluer, mais parfois il y a des impressions rétrospectives qui sont un petit peu fausses ou qui sont carrément fausses même. Oui. Déjà au niveau de la Renaissance, finalement, on avait beaucoup d'idéologies.
C'est-à-dire, on avait vraiment cette vision que l'Europe sortait d'un âge obscur. Et finalement, on a du mal un petit peu à avoir une vision, on va dire, objective de l'Antiquité, finalement. Et on apprend encore pas mal de choses, comme avec les récentes découvertes sur le palais de Néron. Et oui, la maison dorée. La maison dorée, la Domus salle Aurea, tournante, qui tournait soi-disant, selon le rythme solaire. Et c'est vrai que ça, c'était donc tu me disais hier que... Donc il y avait beaucoup de chercheurs qui en contestaient l'existence et que récemment, ça a été prouvé. Oui, je me rappelle, j'avais fait un petit exposé à la fac à Magnan, là, en histoire, quand j'étais étudiant. Et mon professeur m'avait dit à l'époque, l'exposé est bien, mais par contre, cette espèce de palais tournant, c'est clairement un mythe. Hein. Ça, par contre, ça n'a pas de réalité. Et ce qui est rigolo, c'est que cette année, on a découvert vraiment les vestiges de ce palais. Et il y a vraiment je pense qu'on a encore de belles surprises au niveau archéologique devant nous. Mais on voit quand même une petite différence. Mon impression pour l'instant, c'est qu'entre l'Antiquité et une période plus récente comme le XVIIe siècle, l'approche n'est pas quand même la même. Parce que le XVIIe siècle, forcément, on a plus d'informations. L'Antiquité, forcément, les sources sont un peu plus éparses. On est obligé de se focaliser sur certains aspects. Et beaucoup de sources sont perdues en plus. Voilà. Bien sûr. Il y a des époques absolument fascinantes comme l'époque des royaumes hellénistiques. Après la mort d'Alexandre, les successeurs d'Alexandre se sont partagés son empire en 4. La période de prédilection. Voilà. Et la littérature à cette époque-là, elle était fascinante. Elle a complètement influencé toute la littérature latine notamment. On a perdu quasiment tout. Et donc c'est fascinant aussi pour les écrivains parce que c'est des époques dont ce qu'on sait est absolument grandiose. Mais on sait tellement peu de choses qu'on peut imaginer et inventer et se plonger dans cette espèce de fascination imaginaire aussi sur, par exemple, le royaume de Pergame, là où on a inventé le parchemin, complètement au centre de la Méditerranée, qui devait avoir des relations commerciales avec tout, mais on ne sait presque rien sur le dessus, donc on peut tout imaginer, c'est extraordinaire. Comme les périodes très très archaïques également, les périodes... ce qu'on appelle les âges obscurs. Ouais, dont on n'a absolument aucun document dessus. Donc il y a des hypothèses fascinantes. Il y a une hypothèse qui dit que, par exemple, sur une île, l'île de Terra, en Grèce, on a peut-être eu la première république du monde, et une république commerciale qui commerçait avec tout le monde, donc où devait y avoir un mélange des cultures extraordinaire. Mais on n'en sait rien, donc on peut complètement tout imaginer. Et ça, pour un écrivain, c'est fascinant. Et donc, pour en revenir un peu plus au processus d'écriture, vous, quand vous abordez l'histoire, donc... tu me disais que tu te documentais, tu avais vu par exemple les bestiaires du XVIe siècle, etc. Comment vous travaillez? Est-ce que vous lisez beaucoup de sources ou bien vous lisez plutôt des ouvrages d'historiens Comment vous documentez? Comment vous abordez ça? Moi, je vais d'abord voir chez les historiens. Je procède en général par cercles concentriques. Je prends des bouquins d'abord très généraux, puis je précise en plus selon mon projet. Je suis aidé par le fait que l'histoire a un talent fou. Pour les lames du cardinal, l'idée m'en est venue d'une anecdote historique véritable. Donc c'est Richelieu, Premier ministre de la France. On a un espion anglais qui essaye de monter une coalition, il s'appelle Montague, et il essaye de monter une coalition contre la France. Il part d'Angleterre, il passe par les Pays-Bas espagnols, il va aller jusqu'en Italie, et comme il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il risque, il prend bien soin de ne jamais passer par la France pour éviter qu'on lui mette la main dessus. Et puis un jour, on apprend que ce type-là est dans une auberge en Lorraine, pas trop loin de la frontière avec la France. Et donc, dans l'urgence, on monte un commando qu'on envoie clandestinement en Lorraine, on chope le type, on le prend par le col-bec, on le ligote, on le ramène de l'autre côté de la France avec ses malles et ses papiers, et là on lui dit surprise, vous êtes arrêté. Et très peu, donc dans les 12 heures qui suivent, les documents du bonhomme sont sur la table du bureau du cardinal de Richelieu. Où s'étalent toutes les preuves nécessaires pour incriminer le bonhomme. Moi, quand j'ai lu ça,
je me suis dit, déjà c'est génial. Oui, ça fait penser aux services secrets actuels. Ah mais oui, c'est une opération de barbouze, il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, on en fait encore comme ça tous les jours. Enfin, moi, l'anecdote, je n'ai plus l'anecdote historique ou d'actualité précise. Je me souviens qu'à un moment, je crois que c'était sous Pasqua, on est allé choper un type en Afrique noire qu'on avait ramené en France en lui disant, bon ben voilà, surprise, vous êtes arrêté, on va vous juger. Ouais, ou c'était Carlos à qui on avait fait un truc dans le genre, etc. Mais ce qui m'avait amusé à l'époque, c'est que donc à l'époque du cardinal de Richelieu, évidemment, la Lorraine, qui était un État souverain, indépendant, avait dit non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Vous venez choper des mecs chez nous, ça se fait pas. Et là, la France lui avait répondu en gros, oui, c'est bien dommage. Enfin, il y a un mépris absolu pour ce petit État qui pouvait pas faire grand-chose autre que lever le poing et dire c'est un scandale. Et on lui a dit bon voilà, en gros, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Et avec un vrai mépris de grande puissance. Et à l'époque, la France avait eu, donc à l'époque où on avait été les choper un type en Afrique noire, vis-à-vis de ce pays d'Afrique noire, exactement le même comportement. C'est-à-dire dire oui, d'accord, oui, c'est pas bien, oui, on n'avait pas le droit, maintenant vous allez faire quoi? Et vous pouvez rien faire, et c'est qu'on est les plus forts. Alors déjà, il y avait ce parallèle-là qui m'avait frappé. Et puis surtout, je m'étais demandé, mais qui étaient ces types? Qui étaient les mecs qu'on avait envoyés là-bas? Alors j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qui ils étaient, et j'ai préféré ma solution, c'est-à-dire d'imaginer des gens qui travaillent directement sur les arts du cardinal de Richelieu, qui sont un groupe d'agents, d'espions, qui savent un peu tout faire, et qui sont spécialisés dans les missions secrètes. Mais l'anecdote est venue de là, quoi. Je me souviens aussi donc on soupçonnait la reine-mère à la même époque de comploter contre son fils Louis XIII et la France en général, ce qui était exactement le cas, laquelle reine-mère était à Bruxelles et communiquait via la valise diplomatique, ou l'équivalent, à savoir un messager protégé qui traversait la France pour aller en Espagne. Et donc là, vraiment, bon, là en l'occurrence, un messager espagnol, c'est pas un Lorrain, on peut pas exactement dire à l'Espagne ce qu'on allait dire ce qu'on a dit à la Lorraine. Mais il se trouve que ce pauvre messager espagnol, les routes sont peu sûres, c'est dangereux, et en traversant un bois, il s'est fait détrousser, il sait pas par qui, il s'est retrouvé attaché à un arbre après avoir été assommé, tous ses papiers avaient disparu, et par un hasard fondamental et extraordinaire, les documents qu'il transportait sont arrivés dans les mains du cardinal de Richelieu, qui a dit qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais vraiment... Mais qui pouvait supposer que ce messager avait été attaqué par un agent français et que tout ça avait été monté? Enfin bon, l'hypocrisie est totale, c'est de la grande tartufferie, mais ça m'a amusé aussi. Je me suis dit, bon, ils étaient capables de faire ça. Et là, encore une fois, qui a attendu physiquement, qui étaient les gars qui ont tendu l'embuscade à ce messager? Donc l'histoire a vraiment... Enfin, dans cette période-là, qui est celle que je connais bien, donc j'ai envie de dire peut-être surtout à cette époque-là, mais je pense que ça doit être vrai dans d'autres, comme elle est relativement bien documentée à ce niveau-là, très peu sur la vie quotidienne, c'est finalement bêtement... plutôt là que j'ai eu des difficultés à trouver des renseignements pertinents. Peut-être aussi parce qu'ils intéressent moins les historiens. Mais j'ai dû, pour savoir les périodes, enfin pour trouver des anecdotes historiques, des complots. Alors là, les complots, on n'a même pas à les inventer. Il suffit de regarder ce que fait la duchesse de Chevreuse, et puis on est comblé. Par contre, ensuite, quand je devais mettre en scène la vie quotidienne, c'est-à-dire me demander, d'accord, mais par exemple, on se lève à quelle heure à cette époque? On se lève vraiment avec le soleil. Paris commence à vraiment bouger à quelle heure? Je sais que telle pompe était animée par un âne qui tourne, qui animait donc une des pompes près d'un pont de Paris, qui animait une fontaine, qui a alimenté une fontaine, était animée par un âne. Mais l'âne, il appartient à qui? Ça appartient à la ville. Ce genre de détails-là, qui sont pas fondamentaux dans un roman, mais quand même qui ont un intérêt, je trouve. Ceux-là, c'est les plus difficiles à trouver. Et je les ai plutôt trouvés chez des historiens un peu ancien, chez Batifolle par exemple, ou chez Émile Magne, des trucs des bouquins que je suis allé trouver chez des bouquinistes parce qu'ils sont plus, à ma connaissance, plus diffusés, plus édités. Et chez eux, j'ai trouvé la peinture du Paris quotidien, surtout chez Batifolle, qui en plus écrit assez bien. Je lui dois beaucoup et grâce lui soit rendu. Oui, pour les rois, on peut avoir parfois leur vie heure par heure presque, mais c'est vrai que pour le petit peuple ou quoi, pour cette période, c'est pas forcément évident. Vous ensuite, à vous.
Donc la question, oui, pour se documenter. Moi, ce que je fais, c'est que je lis directement les mythes dans les textes antiques. Donc la documentation est directe, voilà. Et de temps en temps, quand j'essaie de donner une tournure un peu plus réaliste, avec beaucoup de guillemets, aux histoires que je veux raconter, je vais me renseigner dans des ouvrages scientifiques sur l'archéologie ou des études historiques. Mais essentiellement, je lis beaucoup de textes antiques. J'en ai un là, que j'avais amené pour lire chez moi. C'est la suite d'Homère. C'est se situe entre l'Iliade et l'Odyssée. Tout ce qui se passe entre l'Iliade et l'Odyssée est là-dedans. Voilà. Je trouve beaucoup de textes donc dans des éditions pour universitaires. Mais il y a énormément de choses sur Internet. Et il faut savoir distinguer le vrai du faux, bien entendu. Mais on trouve quasiment tous les textes antiques en traduction, soit française, soit anglaise, sur Internet. Voilà. Après, il faut se farcir les traductions. Certains textes ne sont pas traduits et il faut donc sortir son dictionnaire. Voilà. voilà. Et moi, comme j'ai une formation d'historien, j'utilise mes ouvrages, mes manuels d'histoire, et je me suis heurté à une énorme difficulté avec mon roman, c'est la navigation. En fait, parce que dans mon univers, un patchwork du 18e, du 19e siècle, et en fait, j'avais des notions de navigation, je pensais avoir des notions de navigation, et en fait, c'est vraiment, il y a tout un vocabulaire vraiment extrêmement complexe, très précis, pour la simple et bonne raison que les marins en mer ne pouvaient pas utiliser des termes hasardeux, c'est-à-dire quand la situation est tellement dangereuse en mer, que la moindre voile porte un nom, et j'ai dû passer vraiment plusieurs mois à faire des recherches, mais vraiment très précises sur la navigation à voile avant l'arrivée des bateaux à vapeur. Et ça a été à la fois extrêmement complexe et vraiment passionnant. J'ai donc dû apprendre comment naviguer sur des goélettes de cette époque. Et c'était pas simple et je m'attendais vraiment pas à ces difficultés. Et c'était vraiment un travail nécessaire parce que pour donner un peu de réalisme finalement à l'action, il faut absolument savoir de quoi on parle, surtout avec des personnages expérimentés, des marins. Donc c'est donc pareil, beaucoup de documentation pointue. On peut aussi être malin, être rusé. Moi, je me souviens d'une anecdote qui est, je crois que c'est par Talleyrand, enfin peu importe. Une anecdote qui est rapportée. On est au Petit Châtelet, donc à l'époque petit bâtiment fortifié qui protégeait un des ponts de Paris. Et au Petit Châtelet, quand on était obligé de traverser, l'anecdote est la suivante. Se trouve là un rôtisseur qui faisait donc rôtir ses viandes. Et tous les jours ou presque venait un ouvrier qui n'avait lui à manger qu'un morceau de pain, mais il venait manger son morceau de pain en se délectant des odeurs des rôtisseries, de la rôtisserie. Et un jour, le rôtisseur est allé voir le bonhomme et lui a dit: non, mais c'est pas normal, après tout, tu profites du bon fumet de mes volailles, tu me dois de l'argent. Puis alors bon, le ton commence à monter, quoi, parce que c'était quand même une époque où on réglait quand même volontiers les trucs à coups de poing. Et le ton monte, et puis il passe là un homme sage qui dit: alors c'est quoi cette histoire? On lui explique, et le gars dit: bon bah d'accord, alors à combien t'estimes l'argent, quoi, voilà. Le préjudice est de combien? Le mec, il lui dit: c'est un sol. Il dit: bon, bah, d'accord. Alors le mec, il prend le sol et puis il le fait teinter. Il dit: voilà, t'as été payé. Tu vois, c'est l'odeur contre le son. L'anecdote est délicieuse. Mais moi, quand je lis ça, d'une part, je trouve l'anecdote délicieuse. Puis ensuite, je me dis: il y avait un rôtisseur au Petit Châtelet. Et tout d'un coup, boum, ça c'est un truc qu'on chope là comme ça à l'occasion d'une petite chronique sympa. Mais ça veut dire que donc, ouais, il y avait un rôtisseur à cet endroit-là. Donc, si je veux nourrir, bon, en l'occurrence, je l'ai pas fait, mais si je veux nourrir mon bouquin d'une peinture colorée de l'époque, je peux leur faire avoir un rendez-vous devant le rôtisseur du Châtelet. Ça fait folklore, couleur locale, ça nourrit l'univers, et en même temps c'est fondé, enfin autant qu'un truc rapporté par Talleyrand peut être fondé historiquement, mais ça l'est plus ou moins. Donc faut aussi être à l'affût parfois de choses comme ça qu'on chope, qui c'est pas leur destination première que de renseigner le lecteur, mais pour un romancier ou un documentaliste à l'affût, je crois que c'est intéressant. J'avais une petite anecdote comme ça. J'ai découvert avec stupeur les marins ne savaient pas nager à cette époque.
Donc là, je me suis dit, mais pourquoi les marins ne savaient pas nager? C'est quand même invraisemblable. Et la réponse, en fait, elle est toute simple, c'est ils n'apprenaient pas à nager parce que finalement, en cas de naufrage, lorsqu'on dérivait sur un radeau, la mort était atroce. On était brûlé par le soleil, déshydraté, on buvait l'eau de la mer, donc on était dans un état lamentable, il fallait mettre plusieurs jours à mourir. Et donc il y a beaucoup de marins qui préféraient ne pas apprendre à nager pour avoir une mort beaucoup plus rapide et ne pas avoir à souffrir. Donc ça, c'est devenu un élément comique finalement. Mon capitaine dans le navire ne sait pas nager et il explique pourquoi. Et c'est intéressant parce qu'on se nourrit, comme disait Pierre, du réel. Finalement, le réel est toujours plus délirant finalement que la fiction, largement. Ouais. Oui. Dans la mythologie, évidemment, la question de l'époque se pose pas vraiment, puisque comme c'est imaginaire, l'époque n'est pas vraiment située. Enfin, il y a des dates, mais elles sont fictives, hein, ou alors elles sont très vaguement reliées. Cela dit, on peut trouver des choses très intéressantes, notamment, je me rappelle être tombée en pamoison devant une magnifique photo d'armure, et je me suis dit, il faut, si jamais j'écris une scène de bataille, que finalement j'ai supprimée, mais j'écris une scène de bataille dans telle partie, je veux que mon héros porte cette armure, donc faisait vraiment une armure qui ressemblait en plaques de métal, et en plaques de métal superposées, quelque chose de très très archaïque, de très brut, et ça faisait vraiment géant de fer qui avance dans l'armée. Voilà. Quel dommage que je n'ai pas intégré cette scène de bataille finalement, rien que pour l'armure. Voilà. Donc voilà, on a présenté quelques aspects dans un thème très très vaste. Donc il était hors de question de couvrir, bien sûr, dans son intégralité. Mais si vous avez des questions, on dirait pas. Donc on a bien traité le sujet, oui. Alors, ma première réponse instinctive, pour moi, ce serait non. Parce que c'est pas exactement des problèmes que je me pose. Je suis pas historien de formation, c'est pas des problématiques immédiates pour moi. Mais ceci dit, oui, parce que on va se retrouver avec des contradictions je vais me retrouver avec des contradictions dans les sources d'interprétation sur tel ou tel événement, ou sur même le point de vue qui est jeté avec une analyse qui va plus ou moins favoriser la responsabilité de l'individu ou de l'époque. Donc il faut bien choisir à un moment ou à un autre. Ceci dit, je sais pas du tout dans quelle tradition scientifique historique je vais m'inscrire. Ça, j'ai pas les connaissances pour le savoir, mais il est à peu près certain que j'en ai choisi une, oui. En plus, il y a des thématiques qui m'intéressent et qui n'ont pas toujours été développées. Ce que j'aime beaucoup avec ce début du XVIIe siècle et puis Richelieu, c'est la notion d'État. Je la vois poindre à cette époque-là, et du coup, ça m'amène à des thématiques qui m'intéressent, comme par exemple la raison d'État, qui est plus le caprice du roi, qui est plus le fait du prince, qui est autre chose. Et on fait ça pour la France. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire? Et du coup, ça, c'est des thématiques qui m'ont intéressé et que j'ai vraiment développé dans mon bouquin, Les Lames du Cardinal, concernant mes héros qui sont des barbouzes et qui par moments se demandent si, c'est la raison d'État, mais est-ce que c'est vraiment bien d'assassiner un innocent, par exemple, au nom de la raison d'État? Est-ce qu'il faut le faire? Je sais pas, du coup, dans cette... Si j'avais écrit un roman situé dans la période médiévale, est-ce que cette thématique serait apparue pour moi? Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que c'est intéressant de se le demander. Mais en tout cas, je trouve que d'un point de vue historique, sous le règne de Louis XIII, c'est une thématique qui est pertinente, qui me paraît être pertinente. Donc quant à moi, la question est un peu délicate parce que je lis ce que je peux lire comme histoire de l'Antiquité et des temps archaïques où sont censés se dérouler les mythes,
forcément, c'est en général des choses très récentes. Donc l'évolution, l'historiographie, c'est surtout créé, en fait. Et là, elle part vraiment de zéro sur ces périodes-là. Donc je n'ai pas encore beaucoup de recul, mais dans la mesure où j'écris vraiment sur la mythologie, mon jeu à moi est plutôt de faire une espèce de miroir de l'époque moderne, de dire, hey, au fait, dans ce mythe-là, mais les femmes sont extrêmement maltraitées. c'est terrible. Par exemple, les personnages vannent beaucoup les personnages féminins en disant, profites-en, parce que là, tu peux parler, hein, ça t'arrivera pas souvent dans ta vie de femme de Grèce. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le regard de notre époque sur ces mythes-là qui véhiculent évidemment des notions très anciennes. Et pour moi, la question est complexe parce que bien que je reprenne des éléments du 19e, 18e siècle, je m'écarte beaucoup de notre monde. C'est vraiment un monde imaginaire. Et moi, j'ai une vision assez romantique, finalement, dans cette histoire. On a vraiment la vapeur qui arrive. Et j'ai cette scène là, à laquelle je tiens beaucoup dans un chapitre où j'ai un personnage qui regarde un bateau à vapeur arriver dans le port. Il ne sait pas si un jour il prendra la mer et il a un pincement au cœur parce que il sent que les bateaux à vapeur vont prendre le dessus sur les navires à voile. Et il se dit voilà, j'ai raté quelque chose, j'ai raté une époque. Donc j'ai vraiment, c'est pas un univers réaliste au sens où c'est vraiment plus une vision romantique des choses, la fin d'une époque, comme peut-être finalement dans certains westerns, vous avez des westerns italiens qui n'étaient pas du tout réalistes. On voyait finalement l'arrivée de la ville, et je tiens beaucoup à ça. Donc je suis pas vraiment dans cette veine-là réaliste. Voilà. Je pense aussi à quelque chose qui est un peu, c'est une réponse un peu périphérique, mais c'est que lorsque je me suis documenté sur cette période-là, et en particulier sur Richelieu, qui est vraiment un personnage qui me fascine. J'ai pratiquement, je pense avoir pratiquement tout lu, il y a toutes les biographies, même élargies je sais pas, le Carmona, Burckhardt, le Mounier, j'ai vraiment tout lu, mais au final, je me rendais compte que sur la période, les historiens que je préférais lire, et qui finalement, je les préférais parce que c'était eux qui m'apportaient la matière qui m'enrichissait le plus, étaient en quelque sorte, j'ai envie de les appeler les historiens amoureux. Et quand on lit Batiffol sur ce siècle-là, clairement, le bonhomme était amoureux de cette époque. Il avait envie de communiquer et il avait envie de communiquer cet amour. Il fait des descriptions de Paris, il rapporte des anecdotes, mais qui sont pittoresques et qui sont mais vraiment qui m'ont fait rire, mais à haute voix, avec des cas juridiques qui étaient amenés à des juges qui étaient plus ou moins des juges de paix, qui s'occupaient des petits cas quotidiens comme ça. Il y avait un type qui supportait pas, à chaque fois qu'il passait près d'une fenêtre, il y avait un perroquet, et le perroquet l'insultait. Non, c'était une femme. Et à chaque fois qu'il passait, le perroquet l'insultait, et en fait, il l'a traité de putain. Et donc, au bout d'un moment, elle en a eu marre, quoi. Donc, tout ça est arrivé devant le juge, qui a statué très intelligemment et qui a déterminé est-ce que la dame était une putain, parce que c'est ça finalement fondamentalement le problème. Et il était arrivé à la conclusion qu'elle était en effet de mœurs légères, donc il n'y avait pas d'outrage. Ouais, je veux dire, un historien qui est capable de vous raconter ça en le dialoguant, je trouve ça merveilleux. Et c'est cela que je préfère. Alors, est-ce que c'est m'inscrire dans une historiographie? Peut-être, mais c'est parce que ça m'apporte cette matière, cette chair humaine que j'aime bien mettre en scène dans ces périodes lointaines, qui sont parfois très désincarnées. On a même quand on le sait, même moi qui les connaît bien, qui essaie de mettre en scène ce Paris, de le faire revivre. Je connais mieux le plan de Paris du 17e que le plan de Paris de maintenant, quoi. Mais sincèrement, et c'est grâce au plan du 17e que je me retrouve dans certains quartiers. Mais m'envoyez pas à la Défense, hein, là vous me reverrez jamais. Mais donc, même moi qui connais bien, j'ai parfois du mal à me dire, mais c'était des vrais gens, quoi, qui avaient des envies, des ambitions, des jalousies, qui avaient faim, froid, qui étaient amoureux, tout ça qui peut-être a adoré les beignets qui étaient vendus par tel type à tel coin de rue, tout ce côté quotidien charnel que j'aime vraiment beaucoup. On a un peu tendance à oublier que ces gens étaient des vrais gens, qu'on n'est ni pire ni meilleur qu'eux, que c'est pas parce qu'on en sait un peu plus sur notre monde, grâce au progrès de la science et grâce
à sa vulgarisation. Oui, j'en sais probablement plus qu'un homme du XVIIe siècle. De l'autre côté, il y a aussi des tas d'aspects de l'humain qu'on a oubliés qui étaient véritables pour lui. C'est des frères, quoi. Aussi bien, moi, je me ressens souvent vis-à-vis des gens qui vivaient à cette époque-là, le sentiment qu'on peut avoir vis-à-vis de contemporains qui vivent loin. Je vais se dire, mais oui, finalement, un type qui vit au Mali, il a les mêmes ambitions que moi, peut-être, les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes peurs. Et le mec qui vivait au XVIIe, lui tout près de chez moi, mais il y a longtemps, finalement c'est pareil. Je me sens cette sorte de communauté humaine avec eux, quoi. Bon, j'ai tué le débat. Ça me paraît une belle conclusion. J'ai l'impression qu'en tant que romancier, on veut faire un certain travail historique, qui n'est pas un travail d'historien. Je prends toujours le même exemple. Le caca. Au XVIIe siècle, à Paris. C'est bien, ce matin, on parlait des égouts, de la merde. Ouais. Je suis ravi d'être dans la thématique. Fallait le mettre sur les affiches. Non, donc un historien, lui, on sait que le Paris de l'époque, je dis toujours mon époque, c'est terrible. Hein. Quand je dis mon époque, c'est le XVIIe siècle. Donc Paris début XVIIe, pué, les rues étaient très très sales. Il y avait de la merde sur les murs jusqu'à hauteur. Oui, il y avait de la merde sur les murs jusqu'à 1 mètre, hein, sur les côtés. On pouvait pas sortir sans être. La crotte, c'est un terme de l'époque, désigne le mélange de urine, sel, saleté, tout ça qui s'accumulait dans les rues de Paris. Bref. Que peut faire l'historien face à ce problème-là ? Il ne veut pas les nettoyer, déjà, ça c'est sûr. Mais lui, il peut faire un calcul. Il peut dire, voilà, alors combien il y avait de chevaux à l'époque ? Il peut faire une estimation, combien il y avait d'animaux, il peut compter les troupeaux qui venaient aux abattoirs, il peut faire tout ce calcul-là, et puis il l'additionne. Et puis il arrive à une tonne métrique de merde quotidien ou mensuel. Enfin, il arrive à ce calcul-là. Et il semblerait qu'une certaine manière, c'est là où il doit s'arrêter. Nous, on arrive après. C'est-à-dire que le romancier, lui, il arrive et il peut vraiment parler de l'odeur. Il peut vraiment parler de ce que c'était avec une mise en scène, avec des éléments qui vont peut-être même relever du burlesque, de raconter ce que c'était que le risque de sortir dans la rue et de se prendre un seau de merde et de pisse sur la tête, parce que c'était quand même ça la vraie vie, quoi. Les Parisiens étaient censés prévenir avant de le faire. Vous imaginez s'ils le faisaient. Quand je vous dis que c'était des gens comme nous, c'est comme penser que personne se gare sur les places handicapées. Vous voyez, c'est le même rapport, quoi. Donc le romancier, il arrive, mais en même temps, je pense que on fait un travail qui déjà est un travail d'interprétation, donc c'est toujours un peu dangereux d'un point de vue scientifique strict, mais en même temps, il est fondé et il a une forme, je crois, de légitimité. Alors il ne s'agit pas d'en rajouter et de faire forcément de délirer dans un comique outrancier ou de ne parler que de ça, mais par contre c'est nécessaire. Et puis en même temps, quand on fait ça, on comprend mieux pourquoi durant le mois le plus chaud de l'été, toute la cour quitte le Louvre et va dans un palais royal, l'un ou l'autre, Saint-Germain ou ailleurs, tout simplement parce que c'est irrespirable.
C'était pas supportable. Et on savait déjà, alors c'est marrant, on a eu l'actualité il y a pas longtemps à Paris quand ils ont dit attention, les particules fines ça tue tout le monde. À l'époque, les gens ils savaient déjà que ce qui se développait par alors on appelait ça des miasmes, on appelait ça des vapeurs, mais ils avaient déjà remarqué qu'on respirait nettement moins bien quand l'air était pollué, qu'en été c'était insupportable et que les gens qui avaient le moyen, eh ben ils se sauvaient, ils allaient ailleurs et ils revenaient plus tard, quoi. Le temps qu'on cure les fossés du Louvre. Donc tout ça se rejoint, et dans cette peinture éventuellement un peu pittoresque, on se retrouve à faire de l'histoire comme Rembrandt ou Velázquez en a fait. Oui, il a probablement embelli les bonhommes, ouais, il les mettait dans des poses avantageuses, mais en même temps, il n'est pas parti de rien, le type. Il avait un vrai matériau historique qui était contemporain, mais c'était son matériau à lui. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose qui relève de ce niveau-là. Pour moi, donc l'idée était de réécrire l'histoire. Donc comme comme je traite des mythes, c'est déjà des histoires réécrites. Il y a probablement des fondements historiques qui sont absolument introuvables, intraçables. Mais l'idée, c'est donc de réécrire les mythes et éventuellement de débusquer dedans ce qu'il peut y avoir de parlant, d'amusant, de frappant, et de voir ce qui nous parle à l'intérieur. Et donc, moi, je réécris pas tant l'histoire des mythes dans la mesure où en plus je ne les change pas, mais j'aime bien l'idée que en fait je dénonce les mythes. Je dis celui-là, vous le connaissez pas, mais en fait il est très drôle. Et en plus il y a plein de détails croustillants à l'intérieur. Donc je décris pas l'odeur ou le danger de me prendre un seau de caca sur la tête. Mais éventuellement le danger, je sais pas, de boire, si vous êtes avec Dionysos, évitez de boire au fleuve. C'est ça, et surtout évitez de boire les fleuves, parce que en général ils mettent du vin soporifique à l'intérieur. Voilà. Moi, réécrire l'histoire, c'est un sujet vraiment qui m'intéresse beaucoup, parce qu'en tant que lecteur, j'avais lu un roman d'un auteur américain, alors j'ai oublié le nom, j'essaie de me rappeler depuis tout à l'heure, puis vous avez posé la question, et c'était une uchronie, et en fait, l'auteur en question avait imaginé qu'il n'y avait pas eu de choc pétrolier dans les années 70, et donc finalement, en gros, il y avait un développement de la technologie, donc je trouvais ça vraiment fascinant, et avec l'arrivée de l'homme sur Mars en 1985. Et j'avais vraiment adoré ce roman parce que c'était un petit peu presque de la hard science. C'était, pardon ? Voilà, merci beaucoup. Ouais. Stephen Baxter, c'était vraiment passionnant. Et j'ai pour projet d'écriture un jour une uchronie, mais qui se passerait au XXe siècle. Et ça m'intéresse énormément parce que c'est un objet de fantasme pour l'historien. Là, on quitte l'histoire pour le roman. Mais c'est intéressant parce que c'est un exercice vraiment très rigoureux. Parce qu'on doit vraiment se documenter, trouver le point de rupture crédible entre la grande histoire et puis le basculement dans la fiction. Et c'est vraiment passionnant. Il y a eu beaucoup de romans uchroniques qui ont été écrits. Et je crois que c'est vraiment quasiment un sujet inépuisable. Vraiment. Voilà, merci. Ouais, je vous en prie. Merci.